Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. La tournée économique du chef de l'État, le président Macky Sall, se trouve dans la région de Saint-Louis. Après un accueil populaire, il a procédé à l'inauguration de l'aire de transformation de Gokhumbath et du château d'eau de Gandon. Il avait également lancé les travaux de l'OFOR. La police démantèle un redoutable gang d'agresseurs. Ils sont responsables de plusieurs agressions à Dakar et ses environs. Près d'une vingtaine de personnes arrêtées au cours d'opérations menées par la division des investigations criminelles et la sûreté urbaine. Le chef de l'État se trouve en ce moment dans la région de Saint-Louis. C'est pour les besoins de la tournée économique qu'il a démarré hier dimanche. Nous allons entrer en contact avec nos envoyés spéciaux qui sont là-bas. Notre équipe qui est déployée en ce moment à Saint-Louis, Ibrahima Diédhiou, va nous parler donc du programme du chef de l'État. Le temps de parler de cette actualité. Plus de 14 morts et plusieurs blessés graves. C'est le bilan de l'accident survenu hier entre un véhicule de transport en commun et un camion-citerne à Saint-Louis. Il a eu lieu aux abords de l'UGB Lamine Touré. Une collision d'une rare violence sur la RN2 à la sortie de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. 15 morts sur le coup et 8 blessés évacués d'urgence. Un accident qui a eu lieu à 19h11 minutes. Et c'est une collision entre un car en partance pour le village de Mbodiène qui quittait Saint-Louis avec des passagers et un camion-citerne qui venait de la direction Diama vers Saint-Louis. Les informations qui ont été portées à notre niveau par les services de sécurité qui ont rallié les lieux très rapidement expliquent que c'est à la suite de l'éclatement du pneu avant du car que cet accident est survenu. Les autorités ont vite rejoint le lieu de l'accident. Les sapeurs-pompiers et la gendarmerie nationale ont assuré les premiers secours qui ont permis de sauver des vies. Heureusement qu'ils ont fait preuve de beaucoup de diligence parce que le car avait pris feu. Ce qui fait que s'il n'était pas là à temps, ce serait vraiment dommage, ce serait encore beaucoup plus grave. La route continue ainsi de faire des victimes. 2017 est déjà mal parti car ce sont des dizaines de Sénégalais qui sont tombés fraîchement sur les routes nationales. Direction Saint-Louis où nous attend Ibrahima Diédhiou qui suit pour nous la tournée économique du chef de l'État. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir, cher Traoré. Alors, quelles est donc, Ibrahima, les activités donc au deuxième jour de la tournée économique du chef de l'État? Alors, sachez tout d'abord, cher Traoré, que le président Macky Sall se trouve actuellement à Podor, après les étapes de Saint-Louis et de Richard Toll. Et il était là justement pour lancer cet ambitieux programme du PUDC en matière d'infrastructure pour toute la zone. Et justement, l'île Amorphile qui va l'accueillir demain avec l'étape de Demet, mais également Canel et puis la région de Matam. Mais ce matin, vous l'avez sans doute vécu avec nous, le président de la République a annoncé des mesures pour faire face aux accidents mortels qui font énormément de victimes. 29 victimes en quelques 24 heures ici au Sénégal. Et c'est ça qu'il a déclaré ce matin. Le président de la République a fait justement cette déclaration lors de la cérémonie traditionnelle de levée des couleurs qui s'est tenue pour la première fois à l'intérieur du Sénégal dans la région de Saint-Louis. Ici également, le président Macky Sall a inauguré l'espace numérique mobile de la gouvernance. Nous voyons tout cela avec Oumar Niega. Oumar Niega qui n'est pas encore en place. Nous allons revenir sur tout cela avec justement, je le rappelle, la cérémonie de levée des couleurs qui s'est tenue ici à Saint-Louis, une première dans l'histoire justement de cette région. Ce lundi matin, le président de la République, après cette cérémonie, a fait une déclaration notamment axée sur les accidents de la route. On rappelle que 29 personnes ont perdu la vie entre Port-au-Khan et
et l'entrée de la ville de Saint-Louis, notamment au niveau de l'université Gaston Berger. Et aujourd'hui, il est urgent de prendre des mesures hardies pour faire face à ce fléau. Et le président de la République a rappelé que les accidents tuent plus que certaines maladies au Sénégal. Alors, ces mesures sont annoncées à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie de levée des couleurs, mais également l'espace numérique mobile que nous allons ensemble découvrir dans ce reportage de Omar Nying. Omar Nying qui n'est pas encore sur place, cher. Nous allons revenir sur toute cette actualité. Je rappelle justement les différentes étapes. Richard Toll, justement, qui a accueilli le président de la République cet après-midi, le président Macky Sall qui se trouve à Podor. Et demain, l'étape de Demel et Kanel, mais également la ville de Matam qui va accueillir toute la délégation qui accompagne le président de la République. Nous allons revenir à vous dans un instant pour vous montrer justement ces images et cette actualité fraîche ici dans la région nord où le président effectue une tournée économique. Voilà Ibrahim, nous allons vous reprendre quand tout sera en place du côté de Saint-Louis. Le temps de dérouler ce journal, le président Macky Sall a inauguré hier, l'usine de transformation de produits halieutiques de Gokhumbath d'une capacité de production de 97 000 tonnes par an. Cette usine a été construite sur 10 000 mètres carrés à Saint-Louis. Le chef de l'État a également lancé les travaux de la digue de protection de Gokhumbath. C'est un reportage de Pape Biram Bigendiaye. Cette image a longtemps été le décor habituel de Gokhumbath. La pénibilité des travaux effectués par les femmes transformatrices de produits halieutiques a toujours constitué un calvaire pour ces braves dames. Il y a un peu plus d'un an, elle s'était confiée au président Macky Sall lors de sa dernière tournée économique dans cette zone. Flashback. Une souffrance quotidienne, un message bien perçu, la promesse est tenue. Aujourd'hui, c'est une usine de transformation de produits de la mer qui est sortie de la terre de Gokhumbath. En 12 mois, l'endroit s'est complètement métamorphosé sur une assiette foncière de près de 10 000 mètres carrés. Le président Macky Sall met ainsi fin à plusieurs décennies de calvaire pour des femmes qui ont toujours travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Aujourd'hui, elles sont soulagées et expriment toute leur gratitude au président Macky Sall. Cette usine de transformation de produits halieutiques dispose de plusieurs composantes qui respectent les normes standards dont travaille à la chaîne. Une chaîne de production qui commence par la salle de barrage où s'effectue la préparation des produits frais. Il passe ensuite par la salle de fermentation et du salage avant d'atterrir dans les 60 fours modernes d'une capacité de 100 kg chacun. La suite se fait à l'extérieur sur les 3 zones de séchage avant l'acheminement de la production en salle d'emballage, puis dans les magasins de stockage des produits finis, prêts à l'emploi, à la commercialisation et à la consommation. Dans un souci de mettre les femmes dans les meilleures conditions de travail, il a été aménagé des vestiaires, des sanitaires, une infirmerie pour la prise en charge des premiers soins en cas d'accident de travail. Il y a également la salle d'alphabétisation et de formation pour permettre aux femmes d'être initiées à la gestion d'une usine. Ces femmes n'auront plus besoin également de mettre leurs enfants sur le dos en travaillant, puisqu'il y a une crèche à l'usine et des maîtresses qui veillent sur les tout-petits pendant que leurs mamans effectuent leurs tâches quotidiennes. C'est tout simplement fabuleux. 600 femmes vont travailler dans cette usine d'une capacité de production annuelle de 97 000 tonnes de poissons transformés, avec un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards de francs CFA par an. Le président Macky Sall a également lancé les travaux d'urgence de protection côtière, d'où la langue de barbarie. L'ouvrage sera long de 3,5 km et va toucher les quartiers de Gokhumbath, Ndartout, Santhiaba et Guet-Ndar. Cela permettra d'atténuer les effets de l'avancée de la mer et de protéger les habitations contre l'érosion côtière. C'est un investissement de près de 4 milliards de francs CFA.
Toujours à Saint-Louis, le chef de l'État s'est engagé à veiller sur la préservation des intérêts des pêcheurs. Le président de la République Macky Sall annonce la tenue d'un conseil interministériel pour la réparation du préjudice subi par des pêcheurs sénégalais en Mauritanie et qui ont perdu plusieurs de leurs biens. Des pêcheurs qui ont tenu également à rassurer et à remercier le président Macky Sall pour la subvention des moteurs de pirogue. Un effort financier de 431 millions de francs CFA pour subventionner plus de 400 engins. Les populations de Saint-Louis ont réservé un accueil chaleureux au président Macky Sall qui a posé hier des actes de haute portée économique et sociale dans la vieille ville. C'est une liesse populaire qui a accompagné le chef de l'État jusque tard dans la soirée à Pikine et à Gokhumbath, Pape Biram Bigué. Saint-Louis, 12e étape d'une tournée économique, partie pour battre des records d'affluence et d'adhésion populaire à la politique du président de la République Macky Sall. De jour comme de nuit, les populations de Saint-Louis sont sorties en masse, spontanément, pour exprimer au président Macky Sall toute leur gratitude. C'est parce que Saint-Louis occupe une grande place dans les politiques publiques en matière d'assainissement, de pêche, d'environnement et d'exploitation de produits halieutiques. Une mobilisation exceptionnelle à Saint-Louis, traduite par une liesse populaire sans précédent. Une tournée économique déjà très populaire dans l'axe nord, où les populations sont plus que jamais décidées à accompagner la marche triomphale vers un Sénégal émergent. De Pikine à Guet-Ndar, en passant par Santhiaba et Gokhumbath, partout, la vague déferlante d'une marée humaine a communié avec le président Macky Sall. À l'étape de Gandon, le chef de l'État a procédé à l'inauguration d'un château d'eau réalisé par la SONES dans le cadre du PEPAM. L'ouvrage d'une capacité de 1500 mètres cubes va régler les problèmes d'accès à l'eau potable à Gandon et dans les localités environnantes au Marning. Gandon a de quoi se réjouir. Avec le président de la République, ses populations vivent des instants inoubliables à travers la livraison de ce château d'eau qui va sensiblement améliorer la distribution du liquide précieux. Sur cette contrée, les techniciens de l'hydraulique ici présents, mais aussi les femmes préposées à la corvée, pourraient vous le confirmer, l'eau est saumâtre. En portant une attention particulière à cette denrée, vous faites honneur à vos engagements dans le cadre des Nations Unies pour le droit à l'eau potable, vous qui avez placé votre présidence du Conseil de sécurité sous le thème de cette importante matière. C'est pourquoi, Excellence, toutes les populations de Gandon et du département vous remercient pour cet investissement et bénissent votre action. Debout sur ces 30 mètres, l'ouvrage a une capacité de 1500 mètres cubes. En donnant ce château d'eau à la localité, le président Macky Sall permet à plusieurs quartiers de Saint-Louis de régler le déficit d'accès à l'eau potable.
Désormais, l'eau potable est accessible à tout moment, à Pikine, à Lebal, dans les communes de Gandon et de Ndiébène-Gandiol, au quartier de HLM, de Léona, d'Eau Claire, de Santhiaba, de Khariala, au village de Ndjelembam, avec les 47 km de réseau installés. Il s'y ajoute que le nouveau forage de Ndiok Sal, déjà mis en service, desservira les localités situées sur l'axe Ndiok Sal, Fass, Rao, Gandiol, sans oublier bien entendu Pal, la cité bénie du vénéré El Hadji Rawane Ngom. Dans cette réalisation, le gouvernement du Sénégal a reçu l'accompagnement de partenaires techniques et financiers. L'Agence française de développement, la Banque ouest-africaine de développement, l'Union européenne ou encore la Banque européenne d'investissement. La cérémonie d'aujourd'hui constitue donc un nouveau jalon dans la coopération entre l'Union européenne et l'État du Sénégal, en attendant d'autres étapes que nous espérons franchir ensemble pour faire du plan Sénégal émergent une réalité pour les populations sénégalaises. L'eau potable est une surpriorité pour le président Macky Sall. Au-delà de Saint-Louis, des progrès notables ont été réalisés dans d'autres cités urbaines. Mais le président Sall ne va pas s'arrêter là. Je veux faire plus et mieux pour le secteur de l'hydraulique, qui est un levier fondamental de notre nouvelle stratégie de développement économique et social. Mon ambition est de relever les défis de l'objectif de développement durable numéro 6, l'ODD 6, sur la sécurité et la qualité de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Dans cette perspective, la SONES mettra en service d'ici 2021 plus de 300 000 m3 jour permettant de couvrir les besoins jusqu'à l'horizon 2035, grâce notamment à la 3e usine de traitement de Keur-Momar-Sarr, KMS 3, à l'usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles, grâce à la coopération avec le Japon, et au projet de renforcement de l'accès à l'eau potable de 10 centres urbains. L'objectif d'accès universel est à notre portée, c'est la conviction du président Macky Sall. C'est pourquoi la dynamique sera maintenue. Le président de la République a remercié les partenaires techniques et financiers pour leur concours. Lui, le chef de l'État, a été fait citoyen d'honneur de Gandon. À travers cet acte, Madame Khoudjambaï et les populations lui expriment toute leur reconnaissance. Nous retrouvons Ibrahima Diédhiou qui suit pour nous la tournée économique du chef de l'État. Ibrahima, est-ce que tout est en place chez vous? Oui, bonsoir cher et bienvenue encore une fois à Podor, la commune qui accueille le président Macky Sall dans le cadre de sa tournée économique dans le nord du Sénégal. Nous allons revenir sur la cérémonie traditionnelle de levée des couleurs qui a eu lieu pour la première fois à l'intérieur du Sénégal, en dehors de Dakar, et c'est Saint-Louis qui l'a abrité. Et ce matin, le président de la République a fait une déclaration notamment sur les accidents qui font énormément de dégâts. Il a notamment mis l'accent sur la rigueur au niveau de la visite technique. Nous voyons tout cela avec Oumar Nying. Pour l'occasion, la place mythique Faidherbe a changé de décor. Autorités civiles et militaires de la localité sont présentes, ainsi que les populations de Saint-Louis. À 8 h, le chef de l'État sort de la gouvernance.
C'est une cérémonie qui coïncide avec la tournée économique du chef de l'État dans le Nord. L'étape de Saint-Louis coïncide avec cet énième accident malheureux sur les routes, cette fois à l'entrée de Saint-Louis avec un bilan lourd. En présentant ses condoléances aux familles des victimes, le chef de l'État annonce des mesures fortes pour arrêter cette situation inacceptable. Cela montre que nous avons dépassé les limites en matière de tolérance et que le moment est venu de prendre toutes les mesures que requiert la situation. D'une part, vis-à-vis du parc automobile, sur la nécessité de procéder momentanément à l'arrêt de tous ces véhicules qui présentement ne devraient jamais disposer d'une visite technique leur permettant de circuler et de transporter des personnes. De revoir donc les visites techniques avec une rigueur extrême, de voir également avec les professionnels du transport, les transporteurs eux-mêmes, les chauffeurs, à travers leurs associations, et l'administration sur les modalités de repassage ou alors des formations momentanées pour les conducteurs et autres chauffeurs afin de rappeler les dispositions pertinentes du Code de la route. Il y a d'autres mesures qui devront être également étudiées, notamment pour les grands corridors tels que Dakar-Bamako, la possibilité d'élargir les voies. En tout cas, des mesures seront prises puisque ça ne peut pas continuer. Aujourd'hui, personne n'ose emprunter la route parce que vous avez de fortes chances de laisser votre vie et ce n'est pas acceptable. Je présente mes condoléances, ainsi que celles de la nation, aux familles éplorées. Hier, déjà, le gouverneur de la région de Saint-Louis, le maire de la ville, le ministre des Transports et le ministre de l'Intérieur se sont rendus dans les hôpitaux pour voir les malades. Le gouvernement apportera toute son assistance aux familles des victimes. En instituant ce cérémonial, le chef de l'État met en exergue le civisme et la citoyenneté. À Saint-Louis, il rappelle l'importance qu'il accorde à ces valeurs de la République. Je remercie les autorités administratives, militaires et municipales. Et je remercie également les populations de Saint-Louis pour la parfaite organisation de cette cérémonie. Comme vous le savez, la levée des couleurs n'est pas un simple rituel. Je l'ai institué pour marquer une volonté de partager les valeurs de la République, dont le socle est avant tout le civisme, c'est-à-dire le respect par tous des symboles et institutions de la République. Je me réjouis de la vulgarisation de ce message, car l'événement est aujourd'hui célébré jusque dans les sous-préfectures et beaucoup d'écoles de notre pays. Pour une conscience partagée, le président de la République appelle ses concitoyens au respect des valeurs communes. Hommage également aux femmes à la veille du 8 mars. Pour le reste, le président de la République a communié avec les populations saint-louisiennes, des plus jeunes, élèves étudiants, aux plus âgés, à savoir les autorités religieuses et coutumières, mais aussi les représentants de l'État dans la vieille ville. Alors, cher Traoré, ici à Saint-Louis, notamment dans la ville de Saint-Louis, le président de la République a justement procédé au lancement de la troisième phase du programme de modernisation du transport urbain à Saint-Louis. 18 bus ont été livrés, soit un total de 105 minibus en circulation dans la ville tricentenaire pour un montant de 2 milliards. Il faut retenir également que le président Macky Sall a inauguré l'espace numérique mobile de la gouvernance. Le
geste traduit une avancée majeure dans le cadre de la modernisation des transports urbains de Saint-Louis. C'est la troisième phase avec 18 véhicules. Il y a eu une première phase en 2015 et une deuxième phase en 2016. Ça impacte tous les quartiers. Le renouvellement du parc automobile dans le secteur des transports a contribué à la professionnalisation des acteurs conscients de leur mission. À Saint-Louis, 105 minibus ont été livrés, soit un coût de 2 milliards de francs CFA. Depuis le démarrage du programme Son Excellence, nous sommes à plus de 11 000 emplois créés. C'est 500 millions de salaires par mois et 700 000 voyageurs transportés. Pour ça, en particulier, qui nous intéresse, nous sommes aujourd'hui à 105 000. Il y a du revolving. De 2012 à 2017, l'État a mis en circulation 1224 minibus avec un investissement de 22 milliards de francs CFA et 245 minibus livrés chaque année. En 5 ans, l'État a fait plus que par le passé, puisque de 2005 à 2011, 907 minibus ont été livrés, soit 151 par an. L'autre temps fort de cette matinée à Saint-Louis, c'est la présentation de l'espace numérique mobile de la présidence de la République. Un instrument qui permet aux populations de pouvoir dialoguer directement avec les services de l'État, particulièrement avec la présidence. Et cela se traduit par une interaction qui favorise l'accès à l'information publique avec toutes les réalisations du président Macky Sall. L'autre partie, c'est également ce qu'on appelle la plateforme numérique interactive, qui nous permet en un clic de pouvoir voir vos projets dans une localité. Le volume d'investissement, comme à Saint-Louis, on est à plus de 80% par rapport à nos engagements. Ça, c'est important et de pouvoir le montrer aux Saint-Louisiens. Là, ce sont des étudiants des écoles de formation. Durant toute la journée, nous allons rester pour pouvoir partager les résultats de la tournée. On va les partager dans leurs comptes et nos comptes. Et il faut poser à chaud des questions sur votre tournée, sur l'actualité de la présidence, et nous pouvons réagir, les répondre à travers les comptes. Il y a aussi la naissance de la plateforme Génération Sénégal, portée par des jeunes qui ont pris l'engagement de servir leur nation. Aujourd'hui, vous allez lancer ce qu'on appelle la plateforme qui s'appelle Génération Sénégal. Donc c'est inviter en fait les jeunes Sénégalais à pouvoir être très connectés et pouvoir comprendre les enjeux en termes de réalisation et des projets du président de la République. Donc ce site va être lancé très bientôt. Actuellement, nous avons lancé ce qu'on appelle le chatbot, qui est un robot automatisé qui vous permet en fait d'avoir les informations sur les réalisations du président de la République à partir du compte Messenger, qui vous permet en fait d'avoir une discussion et une interaction. Donc c'est dans ce sens-là en fait qu'on a invité vraiment les étudiants dans votre espace numérique, et ils ont également compris la communication que vous avez lancée par rapport aux inscriptions sur les listes électorales, et tous les étudiants qui sont ici présents ont déjà fait cette étape-là. Une initiative saluée par le président Macky Sall, conscient des enjeux de l'économie numérique et de la nécessité d'informer les populations sans discrimination. Nous savons qu'aujourd'hui, l'économie numérique va gouverner le monde et que plus rien ne se fera comme avant. Donc autant mettre les gens dans cet écosystème. La raison pour laquelle la présidente de la République, grâce au dynamisme de nos équipes, ici Ousmane Tchongan, etc., ils travaillent dans la cellule de communication avec d'autres de leurs collègues. Ils essayent vraiment de mettre à la disposition du public en fait les réponses que l'État doit donner. Les réponses, c'est l'information à temps réel, dans l'espace et dans le temps. Et cela est extrêmement important. Une innovation technologique qui offre à l'espace numérique de la présidence de la République plusieurs options et un vaste champ d'action. Il s'agit là d'un outil précieux de diffusion et de vulgarisation des politiques publiques pour une communication qui s'ouvre à l'univers digital et qui favorise l'implication des étudiants, des écoles et instituts qui ont aussi un rôle à jouer. Toujours à Saint-Louis, le président de la République a procédé au lancement des travaux de la grande mosquée de la ville. 600 millions seront injectés pour cet ouvrage. Il faut retenir également qu'à Gendar, c'est un complexe religieux et éducatif qui est prévu. Il s'agit de construire une mosquée et un institut islamique. Le montant, 500 millions de francs CFA. Nous voyons tout cela avec Aboubakri Kane.
Sur l'île de Saint-Louis, entre l'avenue Jean-Mermoz et le quai, trône un symbole de l'histoire. Avec plus de 160 ans, la grande mosquée est classée au titre du patrimoine historique de la ville. Construit entre 1826 et 1846, l'édifice garde aujourd'hui encore les traces d'un syncrétisme symbolique avec sa cloche et son horloge au niveau d'un minaret. C'est le seul édifice religieux qui a été construit par l'administration coloniale à l'époque. L'architecture témoigne aussi de ce fait et de ce syncrétisme religieux puisqu'elle a été construite sur le modèle d'une église. Il y a comme témoignage encore le clocher et l'horloge. Et il s'est agi dans le projet de respecter ce patrimoine et de faire que l'extension soit un prolongement du bâtiment historique qui existe. Vu le niveau de dégradation très avancé, le président de la République envisage la réhabilitation profonde de la mosquée. Une intervention qui prend en compte le souci du respect du patrimoine que constitue l'édifice. Un projet qui va redonner une homogénéité à ce lieu de culte historique, au grand bonheur des fidèles. Monsieur le Président, vous êtes l'expression de la bonté même, mais aussi de la magnanimité. Ndax teraanga ji nga nu jox, ça nous est allé droit au cœur, croyez-le bien. Nii la kilifa di def, néew wax bari jëf. Avec 2 espaces de prière, hommes et femmes, d'une capacité de 1850 et 110 personnes, une bibliothèque, un local pour l'imam, une morgue et la réhabilitation du puits de El Hadj Oumar Foutiyou Tall, les travaux devraient tenir sur un peu plus d'1 an. La nouvelle mosquée sera aussi équipée. Coût global du projet, environ 600 millions de francs CFA. Toujours dans le cadre de son programme spécial des sites religieux, le président de la République a également procédé à la pose de la première pierre d'une mosquée et d'un institut islamique à Guet Ndar. Un projet de construction d'un complexe religieux et éducatif où sont prévus daras modernes et espaces numériques dédiés aux jeunes, notamment les talibés, pour des conditions d'apprentissage beaucoup plus humaines. Devant les notables de Guet Ndar, le président Macky Sall est revenu sur l'incompréhension qui a suivi la délocalisation de l'ancienne mosquée de ce quartier de pêcheurs. Le chef de l'État d'exprimer surtout son souci de doter les fidèles musulmans d'une nouvelle mosquée avec plus de commodité. Guet Ndar de manifester ainsi toute sa satisfaction avec des prières formulées pour la réalisation des grands projets de leur hôte du jour. Voilà, cher Traoré, ce sont donc les temps forts de cette première journée à Saint-Louis, la ville qui a abrité cette cérémonie traditionnelle de levée des couleurs. Et vous avez vu également tout ce qui va se faire pour la construction de ces sites spirituels ici, notamment à Saint-Louis, la ville, et dans la région de Podor. Le président va procéder après tout cela à la remise de matériel agricole et post-récolte aux femmes de Podor et environ. Alors nous allons revenir sur toute cette actualité avec vous dans quelques instants. Voilà, merci Ibrahima. Vous allez donc, comme vous l'avez dit, revenir pour nous parler de tout cela. Nous restons en attendant avec l'actualité du président de la République qui a officiellement lancé la 3e phase du volet hydraulique du programme d'urgence de développement communautaire. Au total, 60 milliards de francs CFA seront investis sur une période de 16 mois. L'Office des forages ruraux est chargé d'assurer la maîtrise d'ouvrage. Dame Silla. 251 forages, 181 réseaux et châteaux d'eau, 1800 km de canalisation, 9000 bornes fontaines et 270 abreuvoirs. Voilà ce qui compose la 3e phase du volet hydraulique du programme d'urgence de développement communautaire. Goufat, localité située dans la région de Louga, a abrité la cérémonie de lancement sous la présidence du chef de l'État. Avec le démarrage de la 3e phase du volet hydraulique du PUDC, l'objectif poursuivi est de consolider les acquis par la satisfaction des besoins en eau
de plus de 500 000 personnes supplémentaires. L'OFOR donc chargé, entre autres missions, de veiller à la maintenance et à l'entretien des forages en rapport avec les opérateurs privés responsables de l'exploitation. Les travaux de la troisième phase du volet hydraulique du PUDC seront livrés dans 16 mois. La maîtrise d'ouvrage est confiée à l'Office des forages ruraux OFOR et l'entreprise chinoise CGOC assure l'exécution. Le Sénégal n'a pas de problème d'ouvrage en réalité. Ce que nous avons, c'est un problème d'exploitation. Et c'est ça le cœur de métier de l'OFOR que nous allons traduire, nous, dans notre vision, à ce qu'on appelle un foyer, un point d'eau potable. Amener l'eau dans les maisons, c'est pour ça que dans ce projet important, nous avons plus de 1000 km de réseau. Et ça va vraiment beaucoup changer quand on aura fini d'exécuter le projet. Tout ce projet-là, on va créer plus de 1000 emplois pour la réalisation et aussi fabrication de tuyaux de PVC. Donc j'espère que ce projet s'avance bien avec le soutien de tout le monde. L'Office des forages ruraux est mis en place en 2014 par l'État du Sénégal. Son objectif principal est de permettre au monde rural d'avoir accès à une eau potable. Donner de l'eau potable à toutes les populations, mais c'est d'amener surtout un robinet dans chaque foyer. Il ne faudrait plus que nos femmes, nos sœurs se mettent à marcher tous les jours des dizaines de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et c'est ça la bataille que nous menons. Nous sommes passés d'une approche, on disait dans le monde rural, donnons-leur de l'eau, à une approche, donnons-leur de l'eau potable avec la plus grande proximité. Et c'est en parfaite cohérence avec les objectifs de développement durable. L'égalité des chances entre les villes et les campagnes est l'un des axes prioritaires du président de la République Macky Sall. La réalisation de la troisième phase du volet hydraulique du PUDC va permettre au monde rural de s'alimenter correctement en eau. La présentation du dernier rapport de la Banque mondiale sur les villes africaines. L'enquête concerne 64 cités urbaines et montre les obstacles de leur productivité. Parmi eux, la densité de la population plus rapide que le développement Oumoubalé. Une ville très peuplée et sans connectivité adéquate est un obstacle majeur à sa croissance économique. C'est le constat fait par la Banque mondiale dans la plupart des pays d'Afrique. Dans son rapport intitulé « Ouvrir les villes africaines au monde », l'institution financière dresse tous les manquements liés à la non-conciliation entre croissance démographique et croissance économique dans une soixantaine de villes du continent. Et la croissance démographique est arrivée beaucoup plus en avance que la croissance économique. Donc c'est un très grand défi qu'on constate. Donc ici, ce qu'on propose, c'est en fait de mieux planifier la ville pour qu'on puisse avoir une répartition beaucoup plus spatiale et des investissements d'infrastructures qui est lié à la croissance économique. Donc il faut que, en fait, c'est l'économie et le marché qui dirigent la direction de l'investissement d'infrastructures. Sur ce tableau, Dakar sort du lot avec des performances en matière de connectivité de son réseau routier conforté par ses projets d'infrastructure, même si les défis sont encore importants. Aujourd'hui, le nombre de Sénégalais vivant dans les villes est en passe de représenter près de la moitié de la population du pays, avec un taux de progression qui montre un dépeuplement de nos campagnes au profit des villes. Cette situation illustre parfaitement la vigueur de la croissance urbaine dans notre pays et permet en outre d'appréhender l'ampleur des défis qui se posent à nos villes. Dans un tel contexte, le plan Sénégal émergent, qui est le référentiel économique et social de son Excellence Macky Sall, président de la République, réserve une place importante au projet Amélioration de l'offre en habitat social, dont le but est d'aménager 3000 hectares d'ici 2023 et de produire 15 000 unités d'habitation par an à mettre à la disposition des populations, notamment les couches à revenus faibles ou irréguliers. Pour réaliser cette ambition, tout comme pour l'atteinte des EDD, il faut nécessairement des politiques et des stratégies de planification et d'aménagement urbain. Des questions toutes prises en compte dans les recommandations qui concluent le rapport de la Banque mondiale. L'institution veut des cités urbaines africaines qui allient croissance urbaine et croissance économique. Pour ce faire, elle est prête à accompagner les décideurs.
Je vous le disais dans les titres, près d'une vingtaine de personnes arrêtées au cours d'opérations menées par la division des investigations criminelles et la sûreté urbaine. Il s'agit des bandes dirigées par les nommés Abba Diédhiou, présumé assassin de l'étudiant marocain, et Thialé, le meneur des braquages de banques, et Point Wari. C'est un reportage signé Philomène Constance Diagne. Meurtre, vol à main armée, association et recel de malfaiteurs, détention de chanvre indien. Voici les chefs d'inculpation dont sont accusées ces 9 personnes arrêtées par la division des investigations criminelles. 3 parmi eux seraient les meurtriers de l'étudiant marocain agressé la nuit du samedi 25 février dernier. L'enquête nous a permis d'interpeller 9 individus, dont 3 ont eu à participer, dont 3 ont commis le meurtre du ressortissant marocain. Celui qui a tué, il se nomme Abba Diédhiou. Il était en compagnie d'Abdoulaye Ndiaye, alias Laïsane, et d'Ibrahim Sissoko, alias Baba Diola. Des perquisitions à leur domicile ont permis la saisie d'armes blanches et le gros du butin empoché par les agresseurs. On a eu 2 machettes, un couteau John Rambo, dont l'arme qui a été utilisée pour commettre le meurtre, 2 cornes, 8 téléphones portables, un certificat de mise en circulation pour un scooter de marque Piaggio et un autre pour un scooter de marque Gilera Runner. Une enquête parallèle a aussi permis l'interpellation des collaborateurs de la bande, 5 autres avec qui une centaine de téléphones portables ont été retrouvés. Nous invitons les citoyens, nos concitoyens, à venir identifier leur téléphone s'ils ont été victimes de vol de téléphone portable. Autre investigation diligentée cette fois par la sûreté urbaine, celle portée sur la bande dite à Thialé. Beaucoup de banques et Point Wari ont subi leur passage. 8 personnes ont été effectivement interpellées pour les motifs d'évasion, association de malfaiteurs, vol avec violence commis en réunion, avec usage de moyens roulants, détention illégale d'armes blanches et d'armes à feu, tentative de meurtre sur des agents de la force publique, recel de malfaiteurs. La police rassure les populations, des contrôles réguliers et patrouilles de sécurisation vont se poursuivre pour leur quiétude. Mais c'est pour rappeler et apaiser les populations, pour leur dire que la police ne ménage toujours accomplir cette mission. On sait que c'est à l'origine des agresseurs, tout ça là, on comprend quoi. Mais le fait qu'on nous arrête sans motif, bon, moi je sais que j'ai un problème de carte grise. On m'a arrêté parce que j'ai un problème de carte grise, ça ne me gêne pas. C'est normal, je trouve que c'est normal. Non, contrôle, c'est normal. Je suis pour le contrôle. Il y a trop d'agresseurs ces derniers jours et souvent ils utilisent les 2 roues. Donc on a eu à remarquer que tous les agresseurs ou les malfaiteurs en général utilisent toujours ces moyens comme étant des moyens beaucoup plus rapides pour s'éclipser. Donc et on a constaté que aussi il n'y a pas eu de contrôle, on ne sait pas les 2 roues, on ne peut pas, ils ne sont pas immatriculés, donc on ne peut pas remonter pour savoir à qui il appartient et autres. Ces bandes opéraient dans les quartiers de Fass, Liberté 6, Castor et dans les environs de la VDN. Le travail continue, la police veille au grain et gare aux bandes qui réapparaîtront. La communauté Lébou de Tank qui réunit Ngor, Ouakam, Yoff organise une journée de rassemblement de dons pour la mosquée Massalikul Djinan ce 18 mars. À cet effet, un comité régional de développement a été organisé ce lundi en prélude à l'événement. C'était en présence du gouverneur de Dakar et des dignitaires Lébou, Fatimata Banelba. Quiconque contribue à la construction d'une mosquée dans ce pays ira au paradis. Cette assertion de Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. La communauté Lébou de Tank compte aider dans les travaux de construction de la mosquée Massalikul Djinan. Une mosquée de cette dimension, de cette envergure, ne peut pas se faire à Dakar et laisser indifférents les Lébou qui sont vraiment les natifs et ceux qui ont accueilli tous ceux qui sont à Dakar. Et c'est pour ça qu'on a décidé ensemble d'apporter notre contribution à l'édification de cette grande mosquée.
Maintenant, l'importance de cet événement a poussé les pouvoirs publics en fait, à vouloir l'encadrer par leur appui et par leur soutien. C'est l'occasion de remercier le président de la République qui a bien voulu, à travers le ministère de l'Intérieur, en fait, montrer et exprimer l'importance qu'il accorde à cet événement. Pour une bonne réussite de l'événement, le comité d'organisation a présenté une série de doléances à l'administration territoriale. Toutes les requêtes ont été quasiment acceptées. Mais l'ensemble des besoins qu'on a pu exprimer, le gouverneur l'a si bien dit, M. Mohamed Fall, que nous saluons et remercions au passage, est réglé à 95%. À travers cette contribution que nous amenons à la mosquée Masalikul Jinan, nous essayons de lancer une passerelle à l'État, éventuellement participer à l'éducation d'une mosquée qui est un édicule appartenant au bon Dieu. C'est un événement qui draine beaucoup de monde et qui appelle au plan de l'administration un certain nombre de mesures à prendre, notamment au plan sécuritaire, au plan hygiène, santé. Et quand il y a de grands rassemblements de cette dimension, il est normal que l'administration accompagne ce processus-là pour que l'événement se déroule dans un contexte de sécurité, mais également avec pleinement une grande efficacité. Si l'année dernière, le comité a collecté près de 7 millions de francs CFA, pour cette édition, il espère doubler les dons. Un appel a été lancé à tous les musulmans pour aider à la réussite de l'événement, prévu ce 18 mars à Yoff. Retour sur le sacre du Sénégal au FESPACO 2017. Le chef de l'État a envoyé un message de félicitations aux lauréats encore présents à Ouagadougou. Il leur a été transmis par l'ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso au cours d'une réception à laquelle ont pris part plusieurs autorités sénégalaises, parmi elles le médiateur de la République, envoyé spéciaux à Ouagadougou, Oumendour et El Haj Malick Dieng. Merci, merci, merci. Les talons d'or de Yenenga, le deuxième décroché par Alain Gomis, trône fièrement au sein de l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso. À cette réception offerte par l'ambassadeur Anta Coulibaly Diallo, il y avait de hautes autorités sénégalaises en mission dans le pays, comme le médiateur de la République et le ministre conseiller Ndioro Ndiaye. Je voudrais d'abord féliciter le lauréat et toute son équipe, mais également toute l'équipe du Sénégal. Cette cérémonie a été l'occasion de transmettre le message de félicitations du chef de l'État aux lauréats sénégalais de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Je salue votre parcours exceptionnel et vous en félicite chaleureusement. Je voudrais également saluer et encourager tous nos compatriotes qui ont dignement représenté notre pays à l'édition du FESPACO 2017. Avec tous mes vœux de succès pour vos futurs projets, je vous prie de croire, chers compatriotes, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Signé Macky Sall, le président de la République. Je suis particulièrement honoré et touché par ce message qui vient de m'être lu du président Macky Sall. Je voudrais le remercier. Le président nous avait fait l'honneur aussi de nous recevoir après la distinction que nous avions reçue à Berlin. Et nous avions échangé sur, effectivement, je pense, tout ceci, le fait que ceci étaient des étapes et que nous travaillons à long terme sur la construction, une structuration du cinéma sénégalais. Sur ce point, le médiateur de la République a rassuré les cinéastes sénégalais. De mon entretien avec M. le Premier ministre dans la nuit, et avec le ministre de la Culture ce matin, il est apparu une volonté exprimée de développer l'industrie du cinéma, qui nous vaut déjà de très belles lettres de noblesse. C'est donc une opération fructueuse qui s'achève pour la délégation sénégalaise au FESPACO et au-delà des 6 trophées glanés, de belles perspectives s'ouvrent pour le 7e art sénégalais. Nous avons eu d'énormes opportunités. Opportunités avec des institutions étrangères venues au MICA, alors qui nous ont permis de poser les bases d'une future collaboration dans les domaines à la fois de l'exploitation, de la distribution et surtout de la formation. L'euphorie de cette deuxième étalon de Yenenga ne fait donc pas oublier aux acteurs du cinéma et aux autorités étatiques la nécessité de poursuivre leurs efforts afin de doter le pays d'une vraie industrie cinématographique.
Ici, chez nous, la Confédération générale du travail Force ouvrière est à Dakar dans le cadre de sa collaboration avec la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. La CGT-FC s'est engagée à former les syndicalistes sur des questions concrètes liées à la lutte syndicale. Les deux représentations ont fait le point du partenariat qui les lie. Jeanne Dior. 10 militants de la CNTS seront formés par la Confédération générale du travail Force ouvrière de la France sur des questions de droit du travail, mais aussi de partage d'expérience dans la lutte syndicale. En plus du renforcement de capacités, les secrétaires généraux comptent sur cette représentation pour plaider en faveur des travailleurs sénégalais employés par des entreprises françaises dans notre pays. Nous allons regarder comment nous pouvons accentuer la formation entre nos militants, parce que c'est bien de mélanger les militants de Force ouvrière avec les militants de la CNTS sur des problèmes non pas d'histoire mais des problèmes concrets, comme nous allons aussi discuter des questions de sécurité sociale. Dès qu'on sera de retour en France, nous donnerons le coup de main pour que ces entreprises se comportent correctement syndicalement. Plus d'autonomie, de liberté et de connaissance dans la lutte syndicale, ces militants n'attendent pas plus. Un secrétaire général formé sur ces questions est un syndicaliste apte à défendre les intérêts de ses collègues. Échanger sur les défis de l'heure qui sont liés à une mondialisation qui ne met pas souvent l'homme au devant de la scène. Donc il y en a qui vont partir, bénéficier de cette formation, comprendre un peu comment certaines structures, les structures de dialogue social, de négociation collective, les élections, l'organisation elle-même, parce que tout cela s'apprend. Après la rencontre entre la CGT, Force ouvrière, et la CNTS, les deux représentations se sont rendues à la Confédération des syndicats autonomes. Au siège de la CSA, le secrétaire général de la CNTS a fait le point sur les méthodes de travail, les avancées, mais aussi les difficultés que rencontrent les syndicats dans leur travail au quotidien. Voilà la CNTS qui reçoit une délégation de la CGT Force ouvrière de France. Dans l'actualité internationale, nous parlons de la Zambie, de la France, de l'Union européenne et des États-Unis. Mais d'abord, démarrons par le Niger où 4 gendarmes ont perdu la vie dans une attaque terroriste. Anaïs Nyanyamane. Au Niger, 4 gendarmes ont été tués au cours d'une attaque terroriste. Selon une source sécuritaire, l'attaque a eu lieu dans la région de Tillabéri, située à l'ouest du pays. Une cérémonie de recueillement a été organisée pour ces victimes. C'était en présence des autorités étatiques, des militaires et des familles des disparus. En Zambie, au moins 8 personnes ont été tuées et 28 blessées ce lundi lors d'une bousculade survenue pendant une distribution de vivres. L'incident s'est produit dans un quartier pauvre de la capitale Lusaka. La sécheresse récurrente qui frappe la Zambie depuis plusieurs saisons et l'invasion de chenilles qui a détruit une partie des récoltes ont mis en péril la sécurité alimentaire de ce pays. En France, l'ancien Premier ministre Alain Juppé a affirmé qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle d'avril-mai. Une décision qui fait suite à l'obstination de François Fillon, mis en cause dans une affaire d'emploi présumé fictif. Selon le maire de Bordeaux, cette décision devrait débloquer la situation dans les prochains jours. À Bruxelles, les ministres européens des Affaires étrangères ont jeté les bases d'un quartier général militaire. Ce premier QG militaire pour l'Union européenne devrait être opérationnel prochainement et employera environ 30 personnes. Son rôle est de centraliser le commandement de certaines missions extérieures. Et enfin, le président américain Donald Trump a signé un nouveau décret migratoire après la suspension judiciaire d'une première monture. Lors d'une conférence de presse, le secrétaire d'État américain a défendu la nécessité de ce décret pour protéger le peuple américain. Le décret consiste à mieux renforcer le processus de vérification de ceux qui entrent aux États-Unis venant des 6 pays. L'Irak a été retiré de la liste. Avant de refermer cette édition, sachez que le bilan de l'accident survenu aux abords de l'UGB entre un véhicule de transport en commun et un camion citerne a évolué. Le bilan s'élève maintenant à 18 morts. Voilà qui met fin à cette édition. Nous espérons avoir dans la soirée nos équipes de Saint-Louis qui suivent pour nous la tournée économique du chef de l'État et qui vont nous parler donc des activités du président Macky Sall dans la ville de Saint-Louis. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS.